Du réel absolument total des médias mourants en France, quoi, ce qu'on peut appeler maintenant la presse poubelle ou la malpresse, comme on parle de malbouffe. Parce qu'en effet, c'est ses ambitions avec Neuralink, mais il faut reconnaître qu'en tant que maître d'œuvre, il a tout explosé. Vous savez, en France, il y a des personnages comme ça qu'on a beaucoup adulés dans certains secteurs académiques. Je pense à Yann Lequin ou à quelqu'un de beaucoup moins. Dans une interview percutante, Idriss Aberkan s'attaque au traitement médiatique de l'administration Trump par les grands médias. Selon lui, ces derniers ont souvent déformé les faits pour construire une image négative de Trump, au détriment d'une analyse objective d'Idriss Aberkan. Et entre les critiques et les biais, regardez cette interview et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est complètement justifié quand vous parliez de battre France 24. Évidemment, c'est votre humilité qui fait que vous manquez d'ambition à ce point, parce que France 24 n'est plus vraiment un média sérieux. Mais comme vous le voyez, c'est corollaire à l'élection de Donald Trump, qui a été faite notamment sur le podcast de Joe Rogan. Il n'y a pas de Joe Rogan français. J'espère on en aura plusieurs. Peut-être vous, André Berkoff, Nicolas Vidal, Alexis Poulain, etc. Il faut des Joe Rogan français. Mais le cas de Joe Rogan est marquant parce qu'il a commencé sur des podcasts qui faisaient 100 vues. Il avait quelques centaines de vues en 2009. Et aujourd'hui, c'est le podcast le plus vu sur Terre, qui enchaîne sur Spotify et qui fait que Joe Rogan, sa net worth, c'est de 300 millions de dollars. Donc, on a vraiment le cas d'un feu, quoi, où parti de quelques centaines de vues, il a fait ça. Or, pour revenir donc au cas de l'administration Trump, oui, c'est assez intéressant de voir la déconnexion du réel absolument totale des médias mourants en France, quoi, de ce qu'on peut appeler maintenant la presse poubelle ou la malpresse, comme on parle de malbouffe, qui parle, j'ai vu dernièrement sur France 5 un analyste qui disait Trump veut faire une épuration ethnique aux États-Unis. Enfin, c'est des trucs, vraiment là on est dans le délire psychiatrique. D'ailleurs les Américains appellent ça le Trump Derangement Syndrome, donc le délire psychiatrique sur Trump. Et c'est vraiment ça. Il y a un côté asile à ciel ouvert avec des déclarations qui, sont répréhensibles sur le plan pénal. D'ailleurs, Trump a poursuivi beaucoup de gens en diffamation aux États-Unis. Et vous savez qu'aux États-Unis, on peut prendre des milliards en dommages-intérêts pour une diffamation. C'est pas comme en France. Mais au-delà de ça, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, c'est devenu vraiment ridicule. Maintenant, concernant le cas de Kennedy, mais il n'est pas anti-vax du tout. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui veut augmenter la sécurité des vaccins anti-vax? Non, dans ce cas-là, les lanceurs d'alerte de Boeing, quand les portes des avions Boeing s'envolaient ou quand les avions Boeing s'avéraient être extrêmement dangereux, ces lanceurs d'alerte étaient donc anti-avions. Ils ont été condamnés aussi, ces lanceurs d'alerte, en fait. Tous les lanceurs d'alerte sont condamnés parce qu'ils osent remettre en question un narratif qu'on ne veut pas interroger. Exactement. C'est exactement ça. Mais il faut vraiment rappeler les choses les plus simples, à savoir que quelqu'un qui s'intéresse à la pharmacovigilance n'est pas anti-vax. Le docteur Amin Umlil, par exemple, qui a été persécuté, à qui on a retiré son emploi, qui était pourtant une des autorités les plus excellentes en matière de pharmacovigilance en France, on l'a traité d'anti-vax. C'est du délire. Il faut vraiment arrêter les bêtises. Donc non, Kennedy n'est pas du tout anti-vax. Et d'ailleurs, il a fait une excellente interview chez Joe Rogan que je vous recommande. Oui. Il explique comment il est arrivé à la pharma, puisqu'au départ, il s'intéressait à l'environnement, il s'intéressait au taux de métaux lourds dans les rivières notamment. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a voulu s'intéresser à la sûreté des médicaments en général et des vaccins en particulier. Oui, non mais c'est certain que Robert Kennedy, moi j'ai aussi déjà proposé d'écouter son discours au mois d'août, où il va vraiment dans le fond des choses et sur ce qu'il veut encore mettre en place aujourd'hui. On ne peut pas l'accuser sérieusement d'être anti-vax. Seulement, il a alerté, il a travaillé, il a des rapports entiers, il a des livres ici que nous avons cités qui sont extrêmement sérieux, mais malheureusement aujourd'hui tout est dans le discours ultra binaire. Alors continuons un peu, évidemment, même un peu beaucoup sur cette administration Trump avec, et vous en avez fait une vidéo également avec Elon Musk. Elon Musk pour l'efficacité gouvernementale, ça c'est un tsunami. Oui, ça c'est en effet un tsunami, ça a amené le même commentateur sur France 5 à parler là aussi d'épuration, c'est-à-dire voilà, Musk voudrait virer tous les fonctionnaires du pays, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais on se rappelle que ça vient dans le sillage de l'affaire Peanut l'écureuil et Peanut et Fred, donc un écureuil et un raton laveur qui ont été euthanasiés par les services gouvernementaux au prétexte qu'ils auraient pu éventuellement avoir porté la rage, ce qui était faux, des tests ont été faits, ils n'étaient pas enragés. Mais c'est bien le sujet américain du government overreach ou de l'abus de pouvoir.
des organisations gouvernementales que Musk connaît bien, puisqu'il a été persécuté à plusieurs reprises, notamment par la SEC, qui ne persécute pas beaucoup de fraudeurs, qui n'a pas persécuté beaucoup de fraudeurs comme Citadel, mais qui a persécuté Musk. Et donc ce sujet du government overreach, les Américains le prennent extrêmement au sérieux. Ils sont très chatouilleux sur ce sujet-là, les abus de pouvoir gouvernementaux, au point d'ailleurs que les avocats de Trump sont en train de poursuivre des procureurs américains pour conspiration contre les droits. C'est le terme utilisé, conspiration contre les droits. Ce qui est un crime aux États-Unis, une felony. Et donc, il est tout à fait possible, quand un procureur a abusé de son autorité aux États-Unis, de le poursuivre par la suite. Donc, dans ce contexte, les États-Unis veulent créer donc un département de l'efficacité gouvernementale qui calquerait le travail de Musk sur Twitter, sur X. Oui. Alors, on se rappelle que Twitter, en fait, avait une masse salariale de 80% trop élevée, et vraiment dans le fait que cette masse salariale travaillait pour le FBI essentiellement, c'est-à-dire faisait de la censure pour le FBI, ce qui est complètement illégal à plusieurs égards. D'abord, c'est illégal vis-à-vis des actionnaires de Twitter qui sont floués puisque ils payent de facto des fonctionnaires du FBI dans le privé, mais en plus de ça, c'est illégal parce que le FBI n'a pas à contrôler ce que fait une organisation privée dans sa liberté d'expression consacrée par le premier amendement. Donc, dans ce contexte, Musk devrait en effet auditer tout le gouvernement fédéral. Et là, on voit déjà, ils sont en train de faire la liste des dépenses complètement farfelues, parce que le cas de Peanut l'écureuil et de Fred le raton laveur, c'est pas anodin. Je rappelle que des gens ont posté sur X une réalité qui est que le gouvernement fédéral a davantage poursuivi un raton laveur et un écureuil que les clients d'Epstein. C'est dingue ça. Oui, c'est assez symbolique. Juste sur ce point-là, le gouvernement fédéral a consacré plus d'énergie à poursuivre un raton laveur et un écureuil que les clients de Jeffrey Epstein, le plus gros pédophile des 30-40 dernières années. Donc tout est dit pour moi. Oui, d'accord. Donc on voit, c'était Elon Musk qui risque de nettoyer les écuries d'Augias. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une question aussi à se poser sur un Elon Musk qui est aussi évidemment le fondateur de Neuralink et qui a des pensées, des réflexions transhumanistes? Oui, c'est l'aspect qui me dérange le plus chez Musk, en effet, c'est ses ambitions avec Neuralink. Mais il faut reconnaître qu'en tant que maître d'œuvre, il a tout explosé. Vous savez, en France, il y a des personnages comme ça qu'on a beaucoup adulés dans certains secteurs académiques. Je pense à Yann Lequin ou à quelqu'un de beaucoup moins connu qui s'appelle Stanislas Dehaene et qui disaient chacun dans leur secteur que telle chose était impossible. Yann Lequin disait que certains aspects de l'intelligence artificielle ne pourraient pas être atteints et l'autre personnage que j'ai cité avait aussi des idées extrêmement arrêtées en neurosciences. Et Musk les a explosées. D'ailleurs, Yann Lequin est en guerre contre Musk, c'est même assez pathétique, mais il a à plusieurs reprises fait des déclarations complètement lunaires en déclarant que Facebook était le maître étalon des réseaux sociaux idéaux, etc., qui ne censurait personne, enfin au contraire, qu'il était le réseau qui protégeait le plus, évidemment, contre les méchantes dérives fascistes de X. Eh bien, ce qu'il faut reconnaître à Musk, c'est que c'est un maître d'œuvre, c'est même le meilleur maître d'œuvre au monde à l'heure actuelle. Peut-être même le meilleur maître d'œuvre de l'histoire humaine, quand on voit ce qu'il est capable de faire avec ses fusées. Oui. Et donc, à l'heure où je parle, même si je suis très sceptique sur la volonté de Musk qu'il avait déclaré d'implanter une puce chez chaque humain, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui remarchent grâce à lui, et il y a des gens qui sont capables aujourd'hui d'avoir des implants que les meilleurs services à la Pitié-Salpêtrière à Paris ou au Collège de France étaient absolument incapables de réaliser. Donc, Musk a fait progresser. En fait, quand Musk rentre dans un secteur, il lui fait gagner 40 ans. Oui. C'est le cas pour l'aérospatiale, c'est le cas pour la voiture électrique, c'est le cas pour les systèmes de tunnels avec The Boring Company, c'est le cas pour l'industrie du solaire avec SolarCity qui appartient à Tesla maintenant, c'est le cas avec Neuralink. Oui. Elon Musk a fait gagner aux neurotechnologies 40 ans. Alors, dans quelle mesure ça va être utilisé? Bien sûr, j'ai des doutes, mais il faut savoir que Musk n'est pas transhumaniste comme d'autres excessifs malades associés notamment à la Singularity University, à laquelle j'ai eu la chance d'intervenir il y a quelques années à San Francisco, où là, vous avez des vrais dingues. Vous avez des types, moi, quand j'ai été intervenu, des types étaient venus me parler en me disant « Idriss, qu'est-ce que tu feras dans 300 ans ?» Vraiment, voilà, c'est normal, on est l'élite, on va vivre 300 ans. Ça, Musk ne dit pas du tout ça. Et c'est quoi la limite que Musk ne franchit pas par rapport à ça? Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas comme eux?
Parce qu'il le déclare bien, c'est-à-dire qu'il a, il a des points de vue qui sont opposés aux extrémistes transhumanistes, puisqu'il y a plein de transhumanisme. Dans la Silicon Valley, on a vu tout un tas de mouvances qui sont liées en fait. Les transhumanistes de la Silicon Valley, c'est très lié à la Beat Generation, en fait, au mouvement hippie, mais quand vous leur donnez de l'argent. C'est-à-dire, et on voit très bien ça à Sausalito, donc la banlieue nord de San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate. Vous avez une petite ville qui est un peu le Neuilly de l'autre côté du Golden Gate, qui s'appelle Sausalito, où vous avez des communautés qui vivaient sur des bateaux, qui étaient des hippies barbus, et dont certains sont devenus plein rosaces avec la Silicon Valley. Et ces gens-là, qui étaient un peu un mélange de nos futurs ou de l'argent ne compte pas, se sont mis à vouloir vivre éternellement. Et c'est là que vous voyez les pires cas dans les mouvements transhumanistes, de types qui sont prêts à se faire transfuser du sang d'adolescents, qui font des trucs assez flippants. Et ça, Musk qui s'inscrit complètement en faux contre ces trucs-là. Donc Musk n'est pas, contrairement à ce qu'on essaie de présenter de lui dans les médias, un ambassadeur du mouvement transhumaniste. Non, ça c'est plutôt Harari, c'est plutôt certains proches de Peter Thiel, c'est plutôt des gens qui sont proches de Davos en réalité. Alors que Musk, lui, est un opposant absolument farouche et déterminé à Davos. D'accord. Je précise que vous connaissez très bien le sujet puisque vous avez beaucoup travaillé non seulement sur le cerveau, je rappelle votre best-seller « Libérer votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société », mais dernièrement, « Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé » aux éditions Robert Laffont. Donc évidemment, il est question ici de remplacement par l'intelligence artificielle et par tout ce qui peut se développer. Donc ce sujet de Neuralink et des implants dans le cerveau, vous le maîtrisez. Alors, je voulais qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a un sujet. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est nuancé et ça nous permet aussi de montrer qu'on ne dit pas Trump c'est génial, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toujours intéressant d'analyser en bien ou en mal. Vous avez tweeté, Idriss Aberkane, le lobby du renseignement US a gagné. Ce ne sera pas Kash Patel à la tête de la CIA, puisque évidemment Donald Trump a nommé John Ratcliffe à la direction de la CIA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi cette analyse ? Kash Patel laissait entrevoir des espoirs pour tous les... Vous savez, je suis encore un peu idéaliste. Il paraît que ça passe avec l'âge, mais évidemment, quand on est un peu idéaliste, Kash Patel, c'était le choix préféré parce qu'on avait affaire à un outsider qui avait défendu les gens persécutés comme anti-vax, déclarés comme anti-vax, et qui avait défendu plusieurs proches de Trump. Donc on avait vraiment affaire à ce que les Américains dans le renseignement appelleraient tout simplement un civil, qui aurait pu sortir les dossiers de la CIA, puisque on sait tout de même que la CIA provoque des coups d'État. Enfin, c'est toujours assez intéressant de voir que nos médias présentent les Russes comme les maîtres de l'ingérence du pôle Nord au pôle Sud. Mais en réalité, ça, c'est un trophée qui est bien mérité par la CIA. Pardonnez-moi. Et Kash Patel aurait pu faire le ménage là-dedans, puisque mine de rien, les Américains ont tendance à déclassifier. Tous les 20-30 ans, ils déclarent des choses. Alors, c'est assez marrant de voir qu'à chaque fois, ils disent « Bah oui, on l'a fait. Tout ce que vous déclariez comme théorie du complot, on l'a fait. Mais promis, on le refera plus. Promis, les médias diront « Non, non, c'est complotiste de penser que la CIA complote. » Alors que c'est son métier, à la CIA, de comploter. Elle le fait bien, d'ailleurs. Hein. C'est son métier. Elle le fait extrêmement bien. Donc, Kash Patel aurait été un choix remarquable. Mais bon, l'appareil de renseignement américain s'est complètement opposé à ça. Alors, il se dit qu'il pourrait éventuellement être nommé au FBI. Cela dit, la nomination de Ratcliffe n'est pas un échec complet. Alors expliquez-nous, qui est exactement John Ratcliffe ? C'est quand même quelqu'un qui est considéré comme contrarien dans les cercles à Washington. Il a eu un côté pestiféré un peu. C'était pas un type qui était le bienvenu du temps de l'administration Obama, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un compromis. On a affaire à quelqu'un qu'une partie... je pense que... Enfin là, c'est purement mon opinion personnelle, bien sûr, mais... Je pense que Trump s'est dit qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait susciter l'adhésion de suffisamment de fonctionnaires dans l'appareil de renseignement américain et pas tous les braquer en fait. Et il est possible que Kash Patel aurait braqué tout le monde, même si c'est pas quelqu'un de clivant, c'est pas quelqu'un de violent, d'énervé et d'outrancier, mais par sa simple origine en fait en termes d'appareil, puisque bon, on compare beaucoup les États-Unis à l'Union soviétique, donc on peut parler d'apparatchiks, de gens d'appareil. Pour les gens d'appareil, Ratcliffe est moins menaçant.
que Kash Patel. Et donc, je pense que Trump s'est dit qu'il fallait qu'il ait des alliés parce que si vous suivez aujourd'hui vos homologues américains, la chaîne Redacted News, qui vous ressemble énormément hein, et qui fait 2 400 000 abonnés, si je me trompe pas. Donc, oui. encore une fois, raison pour laquelle je vous augure d'avoir 1 million d'abonnés sous 3-4 ans et peut-être moins. Eh bien, Redacted News dit clairement qu'on a un phénomène qu'on appelle de burrowing. Burrowing, c'est les taupes qui s'enterrent. Donc, on a des fonctionnaires nommés sous Obama qui s'enterrent dans leur administration, qui acquièrent des postes ou qui protègent leurs postes de façon à survivre 4 ans. Et Trump est parfaitement conscient de ça, qu'il existe une grande quantité de burrowers dans l'administration, Ouais. et il entend les chasser, mais pour les chasser, il a besoin aussi de fidèles, ou en tout cas, oui. donc il ne faut pas qu'il braque les administrations, et probablement Kash Patel aurait braqué la communauté du renseignement contre lui. Bien sûr, et on aurait pu même imaginer un peu plus loin et se dire que ces communautés du renseignement pourraient se retourner physiquement, plus que même administrativement, contre Donald Trump et son équipe. L'assassiner éventuellement, oui. Absolument. Donc c'est vrai que ne pas braquer pourrait être une solution, mais encore une fois, là, ce sont des analyses que vous portez et sur laquelle, en tout cas, on peut se fonder pour réfléchir. Idriss Aberkan, essayiste et conférencier, connu pour ses prises de position critiques envers les récits dominants, s'attaque ici à la manière dont les médias traditionnels ont présenté l'administration Trump. Selon lui, les médias mainstream ont souvent exagéré, simplifié ou manipulé certains faits pour nourrir une image négative de Donald Trump. Idriss Aberkan met en avant l'idée que ces médias ont davantage servi des intérêts politiques ou idéologiques que l'objectif d'informer de manière neutre et équilibrée. Pour expliquer son point de vue, il analyse plusieurs aspects du mandat de Trump et les comparer à la manière dont ces sujets ont été traités par les grands médias. Par exemple, il souligne que Trump, malgré ses controverses et sa communication souvent jugée provocatrice, il a pris des décisions qui ont eu un impact positif comme la baisse du chômage avant la pandémie et les accords de paix au Moyen-Orient, ou encore sa politique protectionniste visant à rapatrier des emplois aux États-Unis. Cependant, certains aspects, selon Aberkan, ont été minimisés ou ignorés par les médias trop focalisés sur les polémiques comme les tweets de Trump ou des accusations sans preuve solides, notamment sur la collusion avec la Russie. Il critique également la manière dont certains médias auraient amplifié les narratifs négatifs sans toujours vérifier des informations contribuant à diviser davantage l'opinion publique. Aberkan met en lumière aussi un point de vue de diabolisation du système de Trump aurait empêché de regarder son mandat avec objectivité limitante. Le débat sur une opposition caricaturale et les bons et les méchants. Pour lui, ce traitement médiatique reflète un problème dans plus large paysage de l'information contemporaine où l'émotion et l'idéologie prennent souvent part sur une analyse de la rigueur journalistique. Il appelle à une prise de recul face à ces narratifs dominants et invite à diversifier des sources d'information pour se forger une opinion plus nuancée d'Idriss Aberkan. La manière dont les médias mainstream ont traité l'administration Trump n'est pas seulement une critique du président, mais aussi un symptôme des biais médiatiques qui influencent notre perception du monde actuel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.